Tania Likuta Amarim Perikut Gimel, nous sommes à la page Yutret Amud Aleph, 10 lignes par le bas, et je reprends au point là où c'est écrit Ach me'achar she'ara bechalal asmali bevenoni. La dernière fois nous avons expliqué Perikut Bet, Perikut Gimel, nous avons donné la Noirzaken nous donne la définition d'un Benoni. Un Benoni, c'est quelqu'un qui lutte à l'intérieur de lui contre son nefesh abamit, mais il ne laisse jamais prendre le contrôle de ses pensées, de ses paroles ou de ses actions. Et nous avons expliqué qu'il avait pour cela deux avantages, celui de Moar Shalit à la lèvre, l'esprit qui domine le cœur, qui est un avantage obtenu principalement grâce à la tfila qu'il a passé le matin et au rochem, à la trace que cette tfila a pu lui apporter. Alors dans ce cas, l'esprit domine le cœur, mais si ça n'a pas été le cas, eh bien dans ce cas, il a un deuxième avantage sur le nefesh abamit, Akadosh Baruch Hu Ozro, qui a meuré de Minavion, Sham Shofte Nafsho, la demande de réciter ce passouk de Télim, qui nous explique qu'Akadosh Baruch Hu vient en aide à notre Benoni, pour que la vie qui soit suivie entre les deux avis qui s'expriment, celui des deux shoftim, des deux juges, le Nefesh Elokit et le Nefesh Abamit, soit celui du Nefesh Elokit. Akadosh Baruch Hu vient donc l'emporter, vient apporter son aide pour que ce soit la vie du Nefesh Elokit qui l'emporte. Ach me'achar she'ara bechalal asmali bevenoni betokfo ketolato, et puisque le mal est encore en pleine puissance, ça veut dire au fond de lui, dans son essence, le Benoni n'a pas éliminé le mal. Il est toujours là, mais il ne s'exprime plus. Et au fond de lui, il désire toujours toutes les bonnes choses de ce monde. Il n'est pas battel devant le bien, qui serait alors complètement dominant, comme c'est le cas chez le tzaddik. Il n'a pas été complètement évacué. Simplement, il n'est plus en mesure de dominer, que ce soit les pensées, les paroles ou les actions de notre corps. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu se tient à la droite du pauvre, Veozer, de l'homme, puisque le Yetzer Atov, le Nefesh Elokit est appelé Yeled Misken, un petit enfant pauvre qui a affaire à un vieux roi rusé et fou, Melech Zaken Uksil, qui est la façon dont on appelle le Yetzer Hara, Veozer Umir, le Nefesh Elokit. Et il vient donc aider notre Nefesh Elokit, la Chen Nikra Keracha. Et c'est pour ça qu'on l'appelle comme un rachat. Ici, l'Admor Zaken répond à l'une des premières questions que nous avons posées. C'était la première en vérité. La première question que nous avons posée au tout début du Perek Aleph. Braït a déclaré à la fin de Maseret Nida, Tei tzadik val tei racha. Tu dois essayer d'être un tzadik. Ne sois pas un rachat. Et même si tout le monde te dit que tu es un tzadik, tu sembles être un tzadik aux yeux de tous, tu parais être un tzadik. Toi, tu vas te considérer comme un rachat. Et la Nour Zakan avait demandé, mais si tu te considères comme un rachat, tu vas être triste. Et il faut servir Dieu avec joie. Si le fait d'être un rachat ne te préoccupe pas, dans ce cas, c'est encore pire. Parce que tu vas prendre les choses à la légère. Alors comment la Braïta de Maseret Nida pouvait nous demander de considérer comme un rachat? Et la Nour Zakan explique maintenant. Maintenant que nous avons appris les 12 premiers prakim du Tanya, maintenant nous savons le Keracha, qui est appelé ici comme un rachat? Le Benoni. Kema Marazal, comme disent nos maîtres. Je vais juste terminer la ligne et expliquer. Même si tout le monde te dit, comme ça c'est écrit dans ma Maseret Nida, la Medamut Bet, tout le monde te dit que tu es un tzaddik, toi tu dois te considérer, non pas un rachat, mais comme un rachat. Le rachat mamash te considère pas vraiment un rachat. Et là, chez Yarzik Atzmo le Benoni, tu dois te considérer comme un Benoni. Parce que ce qui se passe à l'intérieur n'a peut-être pas été modifié, et même si tu ne ressens pas le mal qui est à l'intérieur de toi, parce qu'il ne s'exprime jamais, il est peut-être encore là. Alors je vais essayer d'expliquer un petit peu tout ça. L'Admor Zaken a comparé le Benoni à quelqu'un qui est comme un rachat. On a déjà expliqué pourquoi notre Benoni ressemble au rachat, parce que à l'intérieur, le mal est toujours présent. D'un autre côté, il ressemble aussi au tzaddik, parce qu'à l'extérieur, le mal est complètement absent. L'extérieur, ça veut dire en pensant, en parole, en action. Du coup, notre Benoni ressemble à un rachat à l'intérieur, à un tzaddik à l'extérieur. Et nous, la première question qu'on pourrait se poser, mais alors, puisqu'il ressemble à la fois à un tzaddik à l'extérieur, pensée, parole et action, à un rachat à l'intérieur, dans son essence, le Nefesh Abamit est toujours là, Zeveze Shoftan. Alors pourquoi tu me dis que le Benoni est considéré comme un rachat? Dis-moi qu'il est comme un tzaddik. Essayons de voir les choses de façon un peu plus positive. Parce qu'en vérité, l'essentiel de ce que tu es, c'est ce que tu es à l'intérieur. C'est pas ce qui paraît à l'extérieur. Le Benoni se définit parce qu'il est à l'intérieur. Et à l'intérieur, le Nefesh Abamit est toujours là. Il est donc comme un rachat et pas comme un tzaddik. Tu es vraiment ce que tu es dans ton essence. Tu n'es pas ce que tu sembles paraître. Et c'est très important que tu saches qui tu es. Pour ne pas te tromper.
ne pas te tromper toi-même, parce que c'est le seul que tu es vraiment capable de tromper. Parfois, les gens pensent être capables de pouvoir tromper les autres. En vérité, on n'est jamais capable de tromper les autres. Les autres nous connaissent très bien et ils savent très bien à qui ils ont affaire. Le seul que nous sommes capables de tromper, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'Admor Zaken nous dit, n'essaye pas de te leurrer toi-même, parce que dans ce cas, tu cours un grand danger. Quel est le danger? Avodat Hashem est comparé à quelqu'un qui gravit une montagne. C'est écrit, Miya lebar Hashem. Qui va monter sur la montagne d'Hachem? Neki chapayim ubar levav. Quelqu'un qui a les mains propres, le cœur pur. Bien, la fin du passage vous intéresse point. Mais ça veut dire que le concept de Avodat Hashem est comparé à de l'escalade. Alors, lorsqu'on parle d'escalade, eh bien, il faut être très vigilant. Parce qu'on sait très bien. On pourra demander confirmation à quelqu'un qui fait de l'escalade son métier. Le moindre manque d'attention, et c'est la chute. Si quelqu'un escalade une montagne, s'il est déjà arrivé en haut, alors c'est très bien. On parle d'un tzaddik. Un tzaddik peut déjà baisser la garde. Un tzaddik n'a pas besoin d'être sur ses gardes. Il a déjà éliminé son effet Shabamit. Il n'est déjà plus là. Il a été renvoyé. Mais un Benoni n'a pas renvoyé son effet Shabamit. Il est toujours là. Et donc il doit être sur ses gardes. Et s'il baisse la garde, il risque de tomber. C'est comme quelqu'un qui gravit une montagne et qui doit être en permanence attentif là où il pose la main, là où il met les pieds. Et ne pas croire qu'il est déjà arrivé en haut de la montagne et que maintenant c'est terminé, il est déjà sorti d'affaire maintenant, il ne risque plus de chuter. Que dit tout de suite l'Admor Zaken? Velo le'amin la'olam shomrim. Et ne pas croire le monde qui dit Sha'arashebo nitbatel legabeatov, que le mal a été complètement écarté par rapport au bien. Chez Zomadrigat Tzadik, quand le mal a été complètement écarté, alors on parle d'un Tzadik. Et là, Yebenav keilu ma'uto va'atzmuto shalara u'tokfo. Mais il doit considérer que le mal qui est en lui est toujours en pleine puissance. Du côté gauche du cœur, il est installé, il est bien présent, ketolato, depuis sa naissance. Il n'est absolument pas parti. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais je vous le dis comme je le comprends. Notre Nefesh Habamit, notre Yetzer Hara, c'est peut-être un peu comme un mauvais voisin. Et le mauvais voisin, alors il y a ce mauvais voisin qui nous casse la tête. Il vient frapper à notre porte. Dès qu'il voit la porte qui est entrouverte parce qu'on a oublié, il rentre à l'intérieur. Il nous demande et il nous dérange. Et le Nefesh Habamit peut être comparé à ce mauvais voisin qui voudrait faire irruption chez nous. Il nous dérange, il nous perturbe. C'est ce qui se passe chez Aracha. Alors chez Aracha vers Ralo, il s'est même installé dans le canapé et maintenant c'est lui qui nous dit quoi faire. Chez Aracha Betovlo, on essaye déjà de discuter avec lui, de lui expliquer qu'il n'est pas à sa place. Mais il insiste et il rentre sans permission et il nous casse la tête. Voilà ce qui se passe chez un rachat. Chez un tzaddik, ce mauvais voisin a été renvoyé de l'immeuble. Il n'est plus là. Il a été éliminé. Il n'habite plus dans l'appartement à côté. Donc voilà la différence qu'il y a entre le rachat et le tzaddik. Entre les deux va se trouver le Benoni. Benoni, c'est quelqu'un qui a toujours un mauvais voisin. Mais déjà, il a verrouillé la porte. Alors quand il a verrouillé la porte, c'est bien parce qu'il peut déjà plus faire éruption à l'intérieur de son appartement. Mais il n'arrête pas de taper sur la porte. Et il fait du bruit. Et il dérange. Et donc notre Benoni est perturbé. Il a besoin de moments. Il va devoir fermer une deuxième porte. Il va devoir faire des efforts, se battre pour ne pas le laisser le déranger. Et puis il y a une situation différente dont nous allons parler dans la suite du Pérec, mais j'anticipe un peu puisque je suis en train de parler de cet exemple. Parfois le mauvais voisin est là, mais il est occupé. Il fait la vaisselle, il fait la cuisine. Donc du coup, il est à côté, il est prêt à revenir taper, tambouriner sur la porte, mais pour l'instant, il est occupé. Bon. Il peut y avoir une autre situation. Il n'est pas occupé, il est même carrément en train de faire la sieste. C'est encore mieux. Il peut encore se présenter une autre situation. Ce mauvais voisin, il n'est pas en train de faire la sieste. Il est en train de dormir profondément. Alors si notre Benoni n'est pas vigilant, que va-t-il faire? Il va se dire, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas entendu mon mauvais voisin taper sur la porte et essayer de faire irruption. Je peux peut-être maintenant la déverrouiller, cette porte. Le problème, c'est que le mauvais voisin, il n'est pas du tout parti, il n'a pas été renvoyé. Soit il est occupé, soit il est endormi, soit il dort profondément, mais il est encore là. Et si tu déverrouilles la porte, il sera capable encore une fois de faire irruption dans ton appartement. Et dans ce cas, il faut rester sur ses gardes, bien verrouiller la porte, même si tu as l'impression qu'il a disparu. Tu l'entends plus. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu as l'impression qu'il est parti. On te dit, sache qu'il n'est pas parti. Il est chez lui. Soit il est occupé, soit il fait la sieste, soit il dort profondément. Mais il est là. Alors, j'anticipe un peu. Ça veut dire quoi que notre Nefesh Habamit est occupé? Parce que quelqu'un est en train d'étudier la Torah.
Du coup, son nefesh habamit est occupé. Donc il n'a pas la possibilité là de le déranger parce qu'il est en train d'étudier, son esprit est occupé. Parfois, il peut être complètement endormi, plus ou moins endormi. Et là, cela va dépendre de l'amour pour Dieu que l'on a su développer pendant la tfila et de la trace que ça a laissé tout au long de la journée. On va expliquer que parfois, un Benoni va poursuivre toute l'impulsion de la tfila va se poursuivre en pleine puissance tout au long de la journée. Il sera toute la journée comme en train de prier. Eh bien, il pourrait avoir l'impression que son voisin là, a quitté l'immeuble. Et l'Admor Zaken vient lui dire, attention, ton voisin est toujours là, verrouille bien ta porte, sois sur tes gardes, ferme à double tour, ferme une deuxième porte, sache qu'il est là derrière. Il dort peut-être, il fait la sieste, mais il est là. Et c'est pour cette raison que, systématiquement, lorsqu'il nous vient des idées, ou lorsque l'on a envie de quelque chose, ou l'on veut faire quelque chose, toujours, comme j'ai dit la dernière fois, nous devons nous demander de qui cela vient. Parce que nous ne sommes pas des tzadikim. Un tzadik, parfois Kadosh Baruch Hu lui fait savoir qu'il est un tzaddik, et donc dans ce cas il n'a pas de problème pour s'identifier puisque c'est Kadosh Baruch Hu qui le lui a révélé, mais soi-même se considérer comme un tzaddik simplement parce que je vois qu'en pensée, en parole et en action tout va bien, rien n'est moins dangereux parce qu'il est tout à fait possible, nous dit l'Admor Zaken, qu'à l'intérieur de toi, même si le mal n'est plus mourgache, tu ne le ressens même plus, on dirait qu'il est complètement endormi, anesthésié, dans le coma peut-être, mais sache qu'il est encore là et qu'il est encore capable de se réveiller. Et donc on doit toujours réfléchir et savoir, se demander d'où viennent les idées que je viens d'avoir. Qui me donne envie de faire telle et telle chose? C'est le Yetzer Tov, le Nefesh Elokit ou le Yetzer Ra, le Nefesh Habamit. C'est ce diagnostic intellectuel que l'on doit toujours poser lorsque nous vient une idée, lorsque l'on a envie de faire quelque chose. On raconte qu'un jour, Rabbi Nachum Tchernobyl était très très pauvre, avait l'habitude de recevoir régulièrement ces chassidim, des gens qui venaient lui demander de l'aide matérielle, de l'aide spirituelle. Et un jour, l'un de ces chassidim lui a amené une très grosse somme d'argent, 300 roubles. 300 roubles, c'était une somme énorme. Et il y avait le secrétaire de la maison qui gérait les affaires de Rabbi Nachum Tchernobyl et qui donc gérait les achats, les dettes, et les caisses étaient vides, les caisses personnelles de Rabbi Nachum étaient vides. Et donc, lorsqu'il a su que ce chassid a amené à Rabbi Nachum Tchernobyl 300 roubles, alors il s'est dit, on va enfin pouvoir souffler un peu, payer les dettes les plus anciennes, essayer de passer à autre chose. Voilà, ça va amener un petit peu d'argent dans les caisses. Bon, le chassid est ensuite sorti, et Rabbi Nachum Tchernobyl a continué à recevoir d'autres chassidim qui venaient le consulter, qui venaient être reçus en Yechidut. Les Yechidouyot se sont ensuite arrêtés parce qu'il fallait prier Ma'ariv. Et après Ma'ariv, le tzaddik est resté, Rabbi Nachum est resté quelques instants seul, en train de réfléchir. Et puis ensuite, il a ouvert la porte et les Yechidouyot se sont poursuivis une grande partie de la nuit. Lorsque les entretiens privés se sont terminés, le Gabbai, le secrétaire, est venu rencontrer Rabbi Nachum et il lui a demandé de lui donner ce qu'il pouvait pour payer les dettes qui attendent d'être payées déjà depuis longtemps. Et Rabbi Nachum a ouvert le tiroir. Il a sorti quelques pièces de cuivre, quelques billets, en tout et pour tout, ça faisait peut-être un petit peu moins de 100 roubles, et il l'a donné à son Gabbai. Alors le Gabbai, le secrétaire n'a pas osé demander quoi que ce soit sur place, mais il n'a pas osé dire, mais où sont passés les 300 roubles que le chassid a donné au début de la soirée? Et il ne savait pas trop quoi faire. Et en même temps, la situation financière du Rabbi le préoccupait, et ça le touchait profondément. Et Rabbi Nachum l'a vu. Il a vu que le Gabbai était préoccupé. Il lui a dit, pourquoi t'es triste? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Hachem nous a donné déjà de quoi survivre jusqu'au lendemain, et c'est déjà très bien. Alors le Gabbai n'a pas pu se retenir, il lui a dit, mais qu'avez-vous fait avec les 300 roubles qu'on vous a déposés au début de la journée? Ça aurait pu nous aider, ça aurait pu renflouer les caisses du Rabbi. Alors le Rabbi lui répond, tu as raison, mais il y a un autre chassid qui est venu me voir, et il m'a présenté sa situation, qui était une situation extrêmement difficile. Il m'a d'abord expliqué que ça fait presque un an qu'il n'a pas payé le Melamed, le Moré, l'enseignant qui vient enseigner à ses enfants, le Melamed qui a beaucoup d'Yirat Shamayim, continuant à enseigner à ses enfants. Il n'a pas abandonné son poste dans l'espoir
dans l'espoir qu'il allait lui apporter, qu'un jour il verrait enfin sa paye. Et en plus, on lui demande de régler les loyers en retard pour son auberge qu'il exploite et pour sa maison. Et sinon, il risque d'être renvoyé. En plus, il doit marier sa fille. Bref, il a besoin de 300 roubles. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai pensé que j'allais lui donner 300 roubles. Et puis tout à coup, je me suis ravisé. Et je me suis dit, mais pourquoi je devrais lui donner à lui les 300 roubles? Peut-être que je pourrais les partager, au lieu d'aider une seule famille. Je vais peut-être aider 6 familles, à qui je vais donner 50 roubles. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, qui viennent me voir, qui viennent me consulter parce qu'ils ont des difficultés financières. Peut-être que ce serait mieux de partager cette somme. Et puis de nouveau, je me suis ravisé. J'ai essayé de savoir d'où m'est venue cette nouvelle idée de partager, de ne pas lui donner l'intégralité de la somme. Et je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit, lorsque le premier chassid m'a apporté les 300 roubles, j'ai pas pensé que j'allais la partager, que j'allais en garder 50 et donner les 250 autres. Il m'a donné 300 roubles et je les ai gardés. Lorsque tout à coup un autre chassid est venu et je devais à mon tour l'aider, du coup j'ai commencé à réfléchir autrement. Je me suis dit, il faut peut-être pas que je l'aide, il faut peut-être pas que je comble l'intégralité de la somme qui lui manque, peut-être que je devrais la partager. Et j'ai tout de suite identifié, j'ai tout de suite vu de qui venait cette mauvaise idée, de mon Nefesh Abamit. Si vraiment c'était celle du Nefesh Elokit, je l'aurais eu avant. Lorsqu'il s'agissait de moi-même, pourquoi j'ai eu cette idée quand il s'agit de donner aux autres et je n'ai pas eu cette idée lorsque cet argent me revenait. Et de cette histoire, Rabbi Yosef Yitzhak raconte dans Sefer Asirot Afshin Gimel. Alors Rabbi Yosef Yitzhak explique combien c'est important d'effectuer un bon diagnostic, un diagnostic précis pour être sûr de savoir qui est en train de parler ici. Toujours il faut se poser la question, qui est en train de parler? C'est le Nefesh Elokit, c'est le Nefesh Abamit, c'est le Yetzer Tov, c'est le Yetzer Hara, et pour cela il faut être intelligent, et puis bien sûr il faut prier Dieu pour qu'il nous aide. En plus, nous dit l'Admor Zaken, non seulement tu n'as pas complètement effacé ton Nefesh Abamit, mais en vérité, il s'est renforcé petit à petit. Adrabanit Razek Yoter, Bemshech Azman, il s'est renforcé au fil du temps, lorsque tu l'as utilisé simplement en buvant ou en mangeant. Alors, une seconde. On ne parle pas de quelqu'un qui mange ou qui boit quelque chose qui n'est pas caché, évidemment, c'est assaut. Nous parlons d'un bénéni, il ne fait pas d'avérots. On ne parle pas non plus de quelqu'un qui mangerait quelque chose de caché, les shem tava, pour le seul plaisir. Parce que dans ce cas, il a aussi sombré, même si ce n'est pas assaut, il a aussi sombré du côté des shalosh klipot atmeot. On parle donc de quelqu'un qui mange les shem shamayim. Mais, je peux rien y faire, c'était bon. Alors, on ne te le reproche pas, mais naturellement, le fait d'avoir mangé quelque chose qui était bon a fait que ça a renforcé ton Nefesh Abamit. Comment fait-on pour renforcer l'un des membres de notre corps? Eh bien, on lui fait faire de l'exercice. Et si on ne lui fait pas faire d'exercice, si on l'immobilise, eh bien, il dépérit. Eh bien, c'est la même chose avec notre Nefesh Abamit. Lui, c'est une machine à ta'avot, une machine à désir. Et chaque fois qu'il profite de quelque chose, eh bien, il prend un peu plus de force. Donc, non seulement je ne l'ai pas éliminé, mais en plus, il a pris de plus en plus de force. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas trop dans cet esprit. On nous demande de manger et on espère que la lumière va l'emporter sur l'obscurité. Mais c'est un concept qui existe dans la chassidoute. Un jour, le Rabbi Rachab a dit à l'un de ses chassidim, est-ce que tu crois que en mangeant encore du pain, du bon pain, bien blanc et bien chaud, c'est comme ça que tu vas t'imprégner des notions de la chassidoute? C'est de cette manière que tu vas y arriver? Un jour, le chassid Chaim Zelik Dubrovskin est arrivé à Lubavitch, il avait alors 50 ans, et quand il a été reçu par le Rabbi Rachab en Yechidout, il a demandé au Rabbi, je sens que quand j'étais jeune, et maintenant c'est plus la même chose. Quand j'étais jeune, je savais prier avec beaucoup d'émotion, beaucoup de chaleur, j'accomplissais les mitzvot avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai l'impression d'avoir perdu cela. C'est venu avec le temps, avec l'âge. Qu'est-ce qui est responsable? Le Rabbi Rachab lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Ça fait déjà 50 ans que tu manges matin et soir, 2 fois par jour. Tu crois que ça va pas faire des changements dans Avodat Hashem? Ça veut dire qu'on le veuille ou pas. On ne parle pas de quelqu'un maintenant qui aurait mangé les Shem Tava. Il a simplement mangé les Shem Shamayim. Il se trouve que c'était bon. Concrètement, le corps en a profité. Automatiquement, c'est un frein dans Avodat Hashem. Automatiquement, ça nous rajoute un boulet supplémentaire qui nous entraîne plutôt vers le bas. Alors, c'est ça que dit ici l'Admor Zaken. Sois sur tes gardes. Parce que ton effet Shabamit, même si tu ne le ressens plus, il semble ne plus être là. Sache qu'il est chez lui, et il est prêt à revenir te déranger. Et c'est vrai que tu as l'impression qu'il n'est plus là, mais sache qu'il n'a pas été éliminé, et au contraire, au fil du temps, naturellement, dans notre vie de tous les jours, il se renforce. Alors voilà, il faut être sur ses gardes et ne pas se tromper soi-même. Bien, on passe une bonne journée.